Merci à tous, merci pour l'invitation. Donc je vais prendre 45 minutes à peu près pour vous parler de climat, de cycle du carbone, de gaz à effet de serre. Donc c'est une thématique qui est largement représentée à la fois dans l'enseignement de spécialité en terminale et puis dans l'enseignement scientifique. Donc évidemment en 45 minutes je ne peux pas faire le tour de toutes les sous-thématiques qui sont dans le programme. Donc l'enseignement de spécialité surtout autour des questions de paléoclimat avec aussi des aspects changement climatique, et dans l'enseignement scientifique, vous avez à la fois la thématique cycle du carbone et puis une thématique changement climatique et impact du changement climatique. J'ai choisi de ne pas parler de paléoclimat ici, mais si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions, bien sûr. Donc de me concentrer plutôt sur des thématiques qui vont, comme vous le voyez ici, des émissions de gaz à effet de serre, cycle du carbone, les puits de carbone, et puis le changement climatique, et les projections et les modèles climatiques utilisés pour faire ces projections. Donc je vais revenir sur un certain nombre de ces points. Donc c'est une thématique qui, à mon avis, apporte plusieurs intérêts pour les élèves d'abord, parce que c'est une thématique qui est fortement dans l'actualité. Et donc les élèves ont évidemment entendu parler du changement climatique, différents aspects du changement climatique. Mais il y a une difficulté, parce que c'est une thématique d'actualité, c'est que ça change tout le temps. Et donc le cours que vous préparez aujourd'hui pour l'année prochaine, vraisemblablement de nouveaux éléments, une mise à jour des données, température, CO2 dans l'atmosphère, auront eu lieu. Et donc c'est ce qui complique un peu l'enseignement de cette thématique. C'est que ça bouge beaucoup dans la communauté scientifique, mais aussi dans ce que vous pouvez lire dans la presse. Donc l'idée de ma présentation ici, c'est de faire un tour d'horizon de cette thématique, mais de vous laisser aussi un certain nombre de ressources, des ressources qui sont mises à jour chaque année, et sur lesquelles vous pourriez aller chercher les nouvelles courbes du CO2, de la température. Je parlerai des rapports du GIEC. Donc essayez aussi de vous proposer un certain nombre de ressources utiles pour vous pour continuer à construire le cours que vous aurez à construire pour l'année prochaine. Voilà, alors si je commence en parlant du changement climatique, on en parle un peu moins en ce moment parce qu'il y a d'autres thématiques qui prennent beaucoup de place dans l'actualité, mais en tout cas sur la dernière année, on a entendu parler du changement climatique un certain nombre de fois. Et en fait, quand on parle du changement climatique, on ne parle pas toujours de réchauffement ou d'augmentation de la température, on parle souvent de changement climatique quand vous avez des événements extrêmes qui nous affectent ou qui affectent les populations humaines. Et ce lien entre changement climatique et événements extrêmes, il n'est pas si facile. Il est difficile à faire comprendre souvent. Et d'ailleurs, même dans la communauté scientifique, faire le lien entre, par exemple, les incendies récents en Australie et le changement climatique, il y a encore beaucoup de questions ouvertes. Est-ce que ces incendies sont liés au changement climatique ? Quelle est la probabilité d'occurrence de ce type d'événement dans un climat qui a déjà changé ? C'est des questions ouvertes. Il y a des publications très récentes qui montrent que la probabilité a augmenté d'à peu près 30% parce que ça s'est réchauffé d'1 degré à l'échelle globale. Mais c'est difficile de faire ce lien entre événements extrêmes et changement climatique. C'est le cas aussi pour les fortes pluies, par exemple, dans le sud de la France, qui peuvent être aussi en lien avec le changement climatique, même si ce sont des événements naturels au premier abord. Ce que les scientifiques ont montré, c'est que l'intensité de ces pluies aurait augmenté d'à peu près 20% en raison du changement climatique. Encore une fois, là, vous êtes vraiment entre météorologie et climatologie. C'est un événement météorologique dont l'intensité, dont la fréquence peut changer en réponse à une tendance climatique. Et donc ça permet de bien revenir sur cette dichotomie climat-météo. Voilà, je termine avec deux autres exemples. La montée des eaux à Venise. Peut-être que là, c'est plus facile de discuter climat-météo ou climat et événements extrêmes. Le niveau des mers, il monte lentement en lien avec le changement climatique. Mais par contre, les événements de marée un peu particuliers, une dépression dans cette zone-là, va faire que vous avez une inondation ce jour-là. Et donc, encore une fois, il y a ce lien entre cette montée graduelle qui est liée au climat et puis un événement particulier qui pourrait être lié à la météo. Et puis le dernier point, peut-être sur lequel on a, d'un point de vue scientifique, encore moins d'informations, les cyclones tropicaux. On en parle parce qu'ils affectent évidemment un certain nombre de populations, les activités humaines et économiques. Le lien entre l'intensité, la fréquence des cyclones tropicaux et le changement climatique, aujourd'hui, on est en partie dans l'inconnu. On a trop peu de recul, trop peu d'événements de grande ampleur pour en sortir des statistiques qui sont robustes. Donc on n'est pas aujourd'hui capable de dire « il y a beaucoup plus de cyclones tropicaux en raison du changement climatique ». Ce que disent certains scientifiques, c'est qu'on a des cyclones qui seraient plus intenses. Pas plus de cyclones, mais des cyclones plus intenses parce que l'océan se réchauffe. Alors pour continuer sur mon introduction, je vous montre cette courbe, donc des premières données. Ce que vous avez ici, c'est l'augmentation des températures moyennes à la surface du globe depuis 1880. Et ce qu'on regarde ici, ce sont des anomalies de température. Donc on regarde
la moyenne des températures en surface, au-dessus des continents et des océans, par rapport à une moyenne climatologique sur 30 ans, là, 1951-1980, et donc on regarde des écarts à cette moyenne. On démarre en 1880 parce que c'est le moment où les scientifiques estiment qu'on a suffisamment de stations météo, de données météorologiques pour calculer cette moyenne. Mais pour calculer cette moyenne, vous voyez qu'il faut remplir plein de trous, et donc il y a des incertitudes qui ne sont pas sur la courbe, là, mais il y a des incertitudes pour calculer cette moyenne. Et donc quand on parle du réchauffement qui atteint aujourd'hui 1,1 degré, c'est par rapport à la fin du 19e siècle. Vous voyez, on est passé de moins 0,3, 0,4 ici à 0,8, 0,9 aujourd'hui. Donc ça s'est réchauffé d'1,1 degré, c'est ce que nous disent les données météorologiques. On voit beaucoup de choses sur cette courbe et je pourrais passer un quart d'heure à discuter cette courbe. Je ne vais pas le faire parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un réchauffement, que ce réchauffement il est assez hétérogène dans le temps, avec des décennies où ça se réchauffe beaucoup, des moments où on a eu un plateau, entre les années 40 et les années 70 ici. On a aussi eu un plateau récent là, au début des années 2000, entre 98 et puis 2010 à peu près, qui a été beaucoup discuté dans la communauté scientifique, dans la presse également. Et puis les années très chaudes des récentes années, le maximum en 2016, qui est en lien avec un événement El Niño, donc un événement naturel, qui fait varier la température d'année en année. Et je n'ai pas l'année 2019, les données les plus récentes, c'est seulement il y a 2 jours. Il y a un communiqué de l'Organisation Météo Mondiale qui explique que 2019 est la 2e année la plus chaude jamais enregistrée, après 2016. Mais donc vous voyez qu'en 2020, on aura peut-être une autre année encore plus chaude que 2019, et puis en 2021, 2022. Donc c'est pour ça que ces courbes, les courbes que vous allez trouver dans les livres, elles seront très vite plus datées, et donc il faudra mettre à jour. Donc là, chaque fois, je mets la source. Si vous allez sur le site de la NASA et que vous tapez « Évolution des températures NASA GIS », vous allez trouver la courbe qui est mise à jour chaque année, même chaque mois, et que vous pouvez utiliser pour construire des supports pour les élèves. Je vous montre une autre façon de représenter cette température, et puis une autre source intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu ces diagrammes-là. C'est un collègue anglais qui a designé ce diagramme, ça s'appelle les Climate Stripes, qui vous montre la même chose, hein. Les anomalies de température, ici, c'est des températures absolues entre 1900 et aujourd'hui. Et là, cette fois-ci, c'est sélectionné pour une ville, donc c'est la température à Paris entre 1900 et 2010, où on voit bien, de façon peut-être plus graphique, le réchauffement, avec des années rouges qui sont plus chaudes que les années bleues qui, elles, sont plus froides. Et je vous ai mis ici le site c'est sur le site des décodeurs du monde, où ils récupèrent les données, et donc vous pouvez sélectionner la ville d'intérêt, et faire travailler les élèves sur différentes zones en France, par exemple, pour regarder les différentes années de réchauffement, de refroidissement, pour montrer que ça se réchauffe, mais qu'il y a des années plus chaudes, des années plus froides, et qu'on peut discuter de tout ça quand on discute du changement climatique. Alors, on est parti de l'échelle globale. Là, on commence à être à l'échelle régionale. Je vous montre une autre animation ici. C'est les mêmes données que celles qui permettent de faire la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on regarde ce qui se passe à l'échelle locale. Vous avez les années qui défilent ici, et puis les couleurs vous indiquent si c'est plus chaud ou moins chaud que la définition de cette moyenne climatologique sur 30 ans. Et ça aussi, vous pouvez le récupérer sur le site de la NASA et du GIS. Elle est updatée, cette petite animation. Ici, ça s'arrêtera en 2013. On voit des choses intéressantes. On voit le réchauffement. Ça se réchauffe même quasiment partout. On voit que ça se réchauffe plus sur les continents qu'au-dessus des océans. Donc on peut discuter des mécanismes qui expliquent pourquoi ça se réchauffe plus sur les continents. On voit que ça se réchauffe très fortement dans l'océan Arctique, ou au-dessus de l'océan Arctique. On voit des zones qui se refroidissent certaines années. Et donc là aussi, on peut discuter météo et climat en analysant ce type d'animation et en utilisant ce type d'animation. Donc dans mon introduction, je vous parle de température, je vous parle aussi de CO2. Ça va être l'autre grande figure ou graphique un peu symbolique du changement climatique, que vous montrerez en enseignement de spécialité vraisemblablement. Ici, vous avez l'évolution du CO2 atmosphérique depuis 1958. On démarre en 1958, c'est la plus longue série temporelle continue pour laquelle on a des données aujourd'hui. Et cette série temporelle, c'est la mesure du CO2 en un site très particulier. On est à l'observatoire de Mauna Loa, sur l'archipel d'Hawaï. Et cette courbe, on l'appelle la courbe de Keeling. Keeling, c'est le nom du scientifique américain Charles Keeling qui, dans les années 50, a le premier mis en place cet observatoire pour mesurer le CO2. Et grâce à ses efforts au cours des 60 dernières années, il est mort il y a quelques années, Keeling, mais grâce à ses efforts depuis le début de sa carrière, cette série temporelle a été maintenue. Et là encore, si vous allez sur le site de la Scripps,
et que vous tapez CO2 concentration Mauna Loa, vous avez une mise à jour d'ailleurs tous les jours de la concentration de CO2 à Mauna Loa. Et vous pouvez extraire les valeurs sur la dernière semaine, sur le dernier mois, sur la dernière année, sur les derniers 10 ans ou sur toute la période, et commenter, discuter l'évolution du CO2 à Hawaï. Alors pourquoi Hawaï ? Pourquoi dans les années 50 ils se sont dit que c'est là qu'il fallait aller mesurer le CO2 ? Parce qu'ils essayaient de se mettre loin des villes, loin des sources de CO2. En altitude, ils sont à 2500 mètres ou 3000 mètres d'altitude. Et donc l'idée, c'était de mesurer dans l'atmosphère libre une concentration moyenne du CO2. Et donc très vite, au bout de quelques années, on voit que le CO2 augmente, et vous voyez qu'on est passé de 315 parties par million, donc ça c'est une fraction du volume de l'atmosphère, à aujourd'hui, on a dépassé les 410 parties par million, donc c'est une augmentation de plus de 30% du CO2 sur cette période-là. Je termine cette introduction en mentionnant deux autres points. Le fait que, évidemment, un certain nombre de vos élèves, peut-être, auront participé à ces manifestations, à ces vendredis pour le climat. Donc souvent, c'est des sujets qui sont fortement débattus, chez les jeunes en particulier, et vous aurez beaucoup de questions. Vous aurez des enfants dont les parents sont climato-sceptiques, par exemple, il faudra être capable de répondre à un certain nombre de leurs questions. Et puis vous aurez des enfants qui seront peut-être activistes du climat. Et il faudra aussi être capable de répondre à leurs questions. Et donc c'est pour ça que c'est un sujet intéressant. Il y a de la science, une science dure, des faits, et puis ensuite il y a beaucoup de discours qui sont tenus par tout un chacun sur ces questions-là. Donc ça c'est la partie plus sociale ou sociétale de cette question-là. Et puis il y a la partie plus politique. Il faudra aussi, et c'est d'ailleurs mentionné dans les programmes, discuter de ce que c'est que le GIEC, quand est-ce qu'il a été créé, que fait le GIEC, comment fonctionne le GIEC, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et puis discuter des COP. Les COP, c'est la conférence des parties. Alors des conférences des parties, il y en a sur beaucoup de conventions cadres des Nations Unies. Il y en a un certain nombre qui ont été, la plupart, démarrées en 92. Mais là, on parle, quand on parle de la COP 21, par exemple, c'était la 21e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui discute chaque année, vous savez, de ces questions-là. La COP 21, très célèbre, parce que c'est celle qui a amené à l'accord de Paris, avec l'objectif ici d'un réchauffement limité à moins de 2 degrés. Et l'année prochaine, donc la première année où ce programme sera discuté en terminale, c'est une année importante aussi parce que la prochaine COP, la COP 26, le numéro c'est les années qui avancent, la COP 26, elle aura lieu à Glasgow. Elle a lieu 5 ans après la COP 21, évidemment, et c'est la COP pendant laquelle les pays vont revoir leurs ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc il y aura de nouveaux chiffres, de nouvelles ambitions, on espère bien plus importantes que celles qui étaient affichées à Paris, qui vont nous amener vers une limitation du réchauffement à 2 degrés. Donc c'est une thématique sur laquelle il va falloir se tenir informé des développements, en particulier de novembre prochain à Glasgow. Voilà, je vous propose rapidement 3 parties. D'abord, discuter du CO2. Donc ça, c'est vraiment le cœur d'une des thématiques du programme d'enseignement scientifique. Donc revenir sur le cycle du carbone, comment on fait un bilan, comment aujourd'hui on est capable de documenter les flux entre nos émissions anthropiques, l'augmentation du CO2 dont on a parlé, les puits de carbone. Je reviendrai sur le changement climatique pour essayer de vous montrer d'autres choses que juste la température, pour commencer à discuter d'impact. Et puis on discutera des projections climatiques et j'essaierai de faire un point rapide sur ce que c'est qu'un modèle climatique pour essayer de vous donner quelques éléments qui vous permettraient de répondre à des questions ou en tout cas pour vous informer sur ce que fait la communauté scientifique pour réaliser ces projections climatiques. Là, il y a plein de liens potentiels avec les sciences physiques ou les sciences chimiques. On a besoin de la physique du système pour modéliser le système climatique. Alors je commence par le CO2 et le cycle du carbone, et je vais commencer par vous parler des émissions anthropiques. Et donc les données que je vais montrer ici, ce ne sont pas des données géophysiques, ce sont des données socio-économiques qui documentent la vitesse et les quantités de carbone que nous émettons dans l'atmosphère, principalement parce qu'on brûle du pétrole, du charbon et du gaz. Donc là aussi, les choses changent rapidement. Alors je n'ai pas la source ici, elle est sur un transparent qui va suivre, et je vous montrerai, où je vous donnerai une indication d'un site web où les émissions sont mises à jour chaque année, un site qui vous permet de jouer avec les émissions, de réaliser vous-même ou de proposer à vos élèves de réaliser des courbes d'émissions pour différents pays, pour différents types de combustibles, de regarder les émissions par habitant, les émissions cumulées, etc. etc. Donc c'est, à mon avis, aussi une ressource importante pour jouer avec ces chiffres-là. Donc ce qu'on regarde ici, ce sont les émissions globales,
liées à la combustion des fuels fossiles, des réserves fossiles, et aussi à la production de ciment. Les unités, on est cette fois-ci en milliards de tonnes de carbone. Donc là aussi, il y a souvent des confusions avec les unités, parce que dans la presse, on parle plutôt en CO2, donc des tonnes de CO2. Les scientifiques qui travaillent sur le cycle du carbone, on utilise des tonnes de carbone, donc il faut expliquer aux élèves comment on passe à des tonnes de CO2, à des tonnes de carbone. Donc milliards de tonnes de carbone ou gigatonnes de carbone, on utilise aussi les pétagrammes de carbone, tout ça c'est pareil. Et ce qu'on voit ici, c'est l'augmentation des émissions très importante depuis le début des années 90, on était à 6 milliards de tonnes de carbone et on a dépassé en 2018, on était à exactement 10 milliards de tonnes de carbone et ça a encore un peu augmenté en 2019, donc on est encore très loin du pic des émissions qu'on attend pour pouvoir limiter le réchauffement à 2 degrés. On voit des choses intéressantes qui peuvent faire aussi l'objet de discussions avec d'autres spécialités ou d'autres matières. Là, vous voyez l'accident en 2008-2009, ça c'est la crise financière. J'imagine qu'en 2020, on verra sans doute aussi un effet de la crise du coronavirus sur les émissions. Il y a déjà quelques chiffres pour les émissions chinoises le mois passé, fortement réduites, fortement affectées en tout cas par ces émissions. Donc c'est aussi des thématiques sur lesquelles on peut discuter avec des collègues et discuter les liens entre sciences physiques ou SVT ici et puis l'économie par exemple. Alors ça c'est une façon de regarder les émissions, on regarde les émissions à l'échelle globale. Je vous donne quelques autres façons de regarder ces émissions. Ici vous avez les émissions qui sont séparées par grands émetteurs, donc la Chine, les États-Unis, l'Europe des 28 et l'Inde. Alors c'est encore l'Europe des 28. Et on voit que les trajectoires sont très différentes. L'accélération dans les années 2000, c'est vraiment les émissions chinoises qui ont quasiment cru de 10% par an pendant 10 ans. C'était incroyable. Il y a quand même un plateau en Chine avec beaucoup d'efforts pour fermer les vieilles usines ou les vieilles centrales à charbon, les remplacer par des centrales à gaz. La chute aux États-Unis avec une augmentation récente liée à la façon dont les orientations politiques ont changé aux US. En Europe, une baisse depuis les débuts des années 80 ou 90, et puis en Inde, encore sur une trajectoire croissante. Donc on peut aussi discuter politique, sociopolitique, économie des différents pays et la façon dont ça fait varier les émissions. Une autre façon, évidemment, de regarder les émissions, c'est de diviser par le nombre d'habitants, et là on a des chiffres très différents. Avec l'Europe des 28, on est à 1,9 tonnes de carbone par an et par habitant. C'est au-dessus de la moyenne mondiale qui est à 1,3. La Chine est aussi à 1,9, comme l'Europe des 28. Par contre, les États-Unis sont à 4,4 et il y a d'autres pays, certains des pays du Golfe en particulier, où on est bien au-delà de 4 tonnes de carbone par habitant. Donc ça permet aussi de discuter par habitant et de contraster les émissions intégrées avec des émissions par habitant. En France, je ne sais pas si vous connaissez vos émissions moyennes de carbone. En France, on est autour de la moyenne mondiale, en fait, on est à 1,3, à peu près 1,4. On est en dessous de la moyenne européenne, mais c'est parce qu'on fabrique de l'électricité avec du nucléaire, ce qui pose un certain nombre d'autres questions. Mais pour le carbone, en tout cas, on est à 1,3, 1,4. Je vous donnerai aussi, pour la France en particulier, des documents et une source qui vous permet de discuter des émissions françaises. J'ai ça à la fin de ma présentation. Voilà, et donc le site que je vous conseille pour documenter à la fois le cycle du carbone, mais en particulier les émissions, c'est le site du Global Carbon Atlas. Donc si vous tapez Global Carbon Atlas, vous trouverez plein de façons de faire des figures différentes, des cartes, des séries temporelles, des analyses par grands secteurs d'activité. Et donc vous pourrez jouer avec les données d'émissions de CO2 sur ce site-là. Ici, c'est une carte pour l'année 2017 où la taille des ronds représente les émissions intégrées dans les différents pays du monde. Ce que vous pourrez faire aussi avec le site, c'est faire ce type de schéma où vous avez de façon relative les émissions de quelques pays, et vous pouvez sélectionner les pays que vous voulez montrer. Les émissions, donc ça c'est en relatif, les émissions chinoises à peu près 30%, les émissions des États-Unis de l'ordre de 20%, de l'Europe, puis l'Inde, la Russie, etc. etc. Intéressant, j'en ai pas parlé aussi, ça c'est une autre façon de compter les émissions. Dans tout ce que je vous ai montré, on comptait les émissions territoriales, on regarde où le CO2 est émis. Ça c'est les émissions qui sont liées à la consommation. Évidemment, une grande partie de ce qu'on consomme, c'est des produits qui ont été fabriqués ailleurs. Et donc, on peut compter ces émissions. Au lieu de les compter pour les Chinois, par exemple, on les compte pour nous. Tous vos vêtements, ils ont été fabriqués en Chine. Les émissions sont, dans ce cas-là, comptées en Chine. Et vous voyez que si on passe aux émissions liées à la consommation, on réduit fortement les émissions chinoises, on augmente fortement les émissions européennes. En France, il faut faire quasiment plus. Pour les émissions de carbone, il faut faire
quasiment plus 40% si on tient compte des émissions liées à la consommation. Donc il faut réduire nos émissions territoriales, mais il faut aussi réfléchir aux émissions liées à la consommation. Et puis ça, c'est les émissions liées à la consommation par personne. Et vous voyez les États-Unis, le 4e pays, les 3 pays du Golfe dont je parlais, etc., etc. Alors je termine sur les émissions en vous montrant la même courbe que précédemment. C'est les émissions liées à la combustion, principalement ici, qui ont fortement augmenté. Et l'autre source importante d'émissions, c'est ce qui est lié à la déforestation. De façon plus générale, ce qui est lié à notre changement d'utilisation des sols. Land use change en anglais ici. Vous voyez que c'est plutôt stable sur les dernières décennies, et c'est autour de 1,5 milliard de tonnes de carbone, donc ça représente un peu plus de 10% des émissions globales. Donc c'est un poste important. Mais contrairement aux années 60 où c'était 50% de nos émissions, c'est aujourd'hui beaucoup moins. Ce sont surtout les émissions liées à la combustion qui ont progressé. Alors je reviens au CO2. Donc j'ai mes émissions d'un côté, j'ai le CO2 qui augmente de l'autre. Vous avez ici l'augmentation du CO2, c'est la même courbe que précédemment à Mauna Loa, donc à Hawaï. Mais on mesure le CO2 dans beaucoup d'autres zones, et je vous montre cette petite animation qu'on peut récupérer ici. Je vous ai mis voilà, vous trouvez l'adresse web où vous pouvez récupérer l'animation. Ce qu'on a ici sur la droite, ce sont les séries temporelles de CO2 à Mauna Loa en rouge et en bleu au pôle Sud, où on a des données depuis aussi le début des années 60. Ils sont allés récupérer des flacons d'air tous les mois depuis les années 60 sur la station américaine en Antarctique. Vous avez les 2 points pôle Sud et Mauna Loa, Hawaï en rouge qui sont rangés en fonction de leur latitude. Et vous voyez qu'en fonction des années, vous allez voir apparaître beaucoup de points gris ici, c'est d'autres stations de mesure du CO2. Donc ça montre que même si le CO2 c'est un gaz à effet de serre à longue durée de vie dans l'atmosphère, donc bien mélangé, c'est pour ça que quand on mesure à Mauna Loa, on a une bonne idée de la vitesse à laquelle ça augmente. On n'a pas besoin d'une centaine de stations. Aujourd'hui, on a une centaine de stations, on peut faire beaucoup de choses avec toutes ces mesures du CO2. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est la vitesse à laquelle le CO2 augmente en fonction de la latitude et puis en fonction des saisons. Vous avez l'année ici et puis là, les mois qui défilent. Et donc on voit plein de choses intéressantes qui permettent de discuter du cycle du carbone. On voit un cycle saisonnier très fort dans l'hémisphère nord. Il est beaucoup plus faible dans l'hémisphère sud. Les 2 cycles saisonniers sont en opposition de phase. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère répond aux échanges avec le réservoir de la biosphère continentale. Donc photosynthèse, plutôt pendant le printemps et l'été, ça baisse dans l'hémisphère nord. Ça augmente pendant l'automne et l'hiver parce que vous avez plus de respiration. Évidemment, dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup moins de continents et donc vous avez un cycle saisonnier beaucoup plus faible qui est aussi en opposition de phase avec celui de l'hémisphère nord. Donc on peut commencer à discuter de la complexité du cycle du carbone. Ce n'est pas juste le CO2 qui répond aux émissions, vous voyez qu'il y a des échanges avec ici des réservoirs naturels. Puis on voit bien aussi les points blancs, là c'est les points au-dessus des continents, où vous avez des écarts beaucoup plus importants à la moyenne hémisphérique. Alors ça peut être au-dessus d'une forêt, où vous avez des épisodes de photosynthèse importants, au-dessus d'une ville où il y a peut-être des émissions importantes à certains moments de l'année, donc on peut aussi discuter de façon plus régionale de l'évolution du cycle du carbone. Voilà, je vais l'arrêter ici. Et donc, on a regardé d'un côté les émissions, de l'autre côté les concentrations de CO2, et ici je mets sur le même graphique, c'est peut-être, à mon avis, une des données ou un des diagrammes les plus importants que vous aurez à montrer et à expliquer à vos élèves de l'enseignement scientifique. Le principe est assez simple. J'ai l'atmosphère où finalement c'est relativement bien mélangé, le CO2 augmente, et puis j'ai des émissions, et le CO2 augmente parce que j'ai des émissions en surface. Ici j'ai les émissions, toujours en milliards de tonnes de carbone, ou en pétagrammes de carbone, qui augmentent. Et ici en bleu, ce qu'on regarde, c'est, alors pour les plus scientifiques, le taux de croissance du CO2, donc c'est la dérivée temporelle de la courbe de CO2 que je vous ai montrée. On regarde la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère. Et on compare cette augmentation du CO2 chaque année aux émissions de carbone. Et on a converti les ppm par an en pétagrammes de carbone par an pour être capable de comparer ces 2 grandeurs. Et donc on voit 2 choses très importantes sur ce diagramme qui, à mon avis, font le cœur de cette explication du bilan de carbone. C'est le fait que les émissions, c'est 2 fois plus que la quantité qui s'accumule dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la preuve de l'existence des puits de carbone. Vous avez la moitié du CO2 émis ici qui ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Et donc, on discutera des puits dans un instant. Et puis, vous avez une autre chose importante sur ce diagramme. Les émissions, finalement, il y a quelques variations, vous voyez, des incertitudes relativement faibles. Par contre, le CO2, son taux de croissance, il varie fortement d'une année à l'autre.
Pourquoi? Parce que les échanges entre l'atmosphère et les réservoirs naturels, ils sont très variables dans le temps. Donc si je regarde la vitesse à laquelle le CO2 augmente une année où vous avez un événement El Niño, par exemple, ça va augmenter très vite. C'est comme si 100% du CO2 émis quasiment s'accumulait dans l'atmosphère. Et puis il y a d'autres années où même si vous émettez beaucoup de CO2, le CO2 augmente très lentement. C'est une année où la biosphère continentale en particulier aura absorbé beaucoup de carbone, plus que d'habitude. Et donc ça permet de discuter encore une fois des échanges, comme pour l'échelle saisonnière, entre le réservoir atmosphérique et vos puits de carbone. Voilà, je vais peut-être juste 2 mots pour vous dire donc les 2 grands puits de carbone naturels qui expliquent le fait qu'on ait cet écart d'un facteur 2 entre les émissions et l'évolution des concentrations. C'est d'un côté la biosphère continentale. Un puits de carbone dans la biosphère continentale, il y a plein de raisons, c'est pas si simple, mais principalement parce que les plantes sont fertilisées par l'augmentation du CO2. Donc c'est une photosynthèse qui augmente plus vite que la respiration parce que la photosynthèse est fertilisée par l'augmentation du CO2. Et dans l'océan, malgré beaucoup de confusion autour du rôle du plancton et de la vie marine, qui a une importance très grande pour le cycle naturel du carbone, aujourd'hui, le puits de carbone vers l'océan, ce sont principalement des processus physico-chimiques qui l'expliquent. C'est la dissolution du CO2 en excès dans l'atmosphère. Comme il augmente très vite dans l'atmosphère, vous avez une partie du CO2 en excès qui se dissout dans les eaux de surface, changement de chimie, et ensuite il est pris par les courants marins, il va être doucement transporté vers l'océan profond. Donc des processus biologiques côté continent, des processus d'abord physico-chimiques côté océanique. Les scientifiques se sont longtemps heurtés à la détermination précise du rôle de ces 2 grands puits de carbone. On connaît très bien les émissions, ce que je vous ai montré, on sait très bien estimer la vitesse à laquelle le CO2 augmente. C'est plus compliqué de savoir où va le CO2. Parce que l'atmosphère est bien mélangée, donc vous avez quelques stations, vous savez à quelle vitesse ça augmente. L'océan est très mal mélangé, et donc même si vous avez quelques stations océaniques, vous êtes incapable de calculer la quantité de carbone qui est prélevée chaque année par l'océan. Et dans la biosphère continentale aussi, c'est très hétérogène, et donc c'est dur d'avoir une vision et d'avoir une estimation précise de la quantité de carbone qui est absorbée par la biosphère continentale. Il y a plein de méthodes différentes, certaines qui sont abordables par les élèves. Je ne vais malheureusement pas avoir le temps de les détailler, et donc je vais directement vous montrer le bilan de carbone, ici établi par, alors encore une fois, une autre source. J'ai parlé du Global Carbon Atlas. Il y a un autre site qui s'appelle le Global Carbon Budget, qui lui aussi est mis à jour chaque année avec les nouveaux chiffres des émissions et des puits. Et donc voilà la situation, ça c'est la moyenne des 10 dernières années à peu près, avec la combustion, la déforestation et ce qu'il advient de ce CO2, un peu moins de la moitié qui s'accumule dans l'atmosphère et donc qui va être responsable de l'augmentation de l'effet de serre, et puis le reste qui est absorbé à part à peu près égale par la biosphère continentale et par l'océan. Donc si je résume les bilans de carbone, là dont j'ai rapidement esquissé à grands traits l'évolution, ce qu'on peut dire c'est que le cycle saisonnier du CO2, il est principalement affecté par les échanges avec la biosphère continentale. Les variations interannuelles du taux de croissance du CO2, c'est aussi les échanges avec la biosphère continentale qui en sont responsables. L'évolution à l'échelle décennale, ce qu'on regarde ici, vous avez une part égale entre l'océan et la biosphère continentale. Et par contre, vous en discuterez en programme de spécialité, les variations glaciaires et interglaciaires du CO2, ça c'est entièrement l'océan. Et la biosphère continentale joue même dans l'autre sens. Donc ça ouvre plein de portes pour discuter des échelles de temps, des processus physiques, chimiques, biologiques. Il y a plein de choses intéressantes à faire sur le cycle du carbone. Cette partie-là en enseignement scientifique vraisemblablement, sur la partie paléo, plein de choses à dire à vos élèves de spécialité, sur d'autres mécanismes, d'autres échelles de temps qui expliquent ces variations du CO2. Voilà, je vais sauter celle-là. Deuxième partie, je reviens au réchauffement global et je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a derrière cette courbe de température. Donc ça s'est réchauffé d'1,1 degré. Évidemment, si c'est la seule chose que vous racontez aux élèves, ils vont vous dire « oui, mais 1 degré, qu'est-ce que c'est 1 degré entre hier et aujourd'hui, entre le mois dernier et le mois prochain, entre l'année dernière, etc. » Les variations de température auxquelles nous, on est habitués sont beaucoup plus grandes que ces variations de 1 degré. Donc qu'est-ce que cachent ces variations de 1 degré ? Ah oui, là aussi un point dont je ne parle pas ici. Dans vos enseignements de spécialité, vous allez parler des variations glaciaires interglaciaires, du CO2 par exemple, mais aussi de température. Vous pouvez leur expliquer que les variations de température entre le monde glaciaire, du maximum glaciaire d'il y a 20 000 ans, quand une grande partie de l'hémisphère nord était couvert par ces grandes calottes glaciaires,
Les variations de température à l'échelle globale, c'est à peu près 4-5 degrés. Entre plus froid il y a 20 000 ans et le pré-industriel, 4-5 degrés. Entre le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans et l'Holocène. Et là, on a déjà 1 degré. Peut-être 2 et peut-être 5 à la fin du siècle. Donc les variations de température, même si ce sont sur des échelles de temps très différentes, c'est le même ordre de grandeur que ce que le climat de la Terre a connu de façon naturelle avec ses grands cycles glaciaires interglaciaires. Donc c'est, je pense, aussi un point d'accroche pour donner du contexte à cette augmentation de température. Donc on va parler rapidement de la fonte de la glace, de l'augmentation du niveau des mers et puis un peu d'événements extrêmes. Et je vais essayer de revenir et de vous donner certaines des données. Alors ici, où trouver les sources sur la partie climat ? Mon conseil, c'est d'aller chercher la source dans les rapports du GIEC. Donc les rapports du GIEC, c'est des gros volumes qui font souvent 1000-2000 pages, mais heureusement, le GIEC prépare pour les décideurs politiques, mais en fait, c'est aussi très utile pour les enseignants, des résumés des rapports. Donc chaque rapport du GIEC, vous avez un résumé qui fait une vingtaine de pages avec les figures les plus importantes, et les résumés sont traduits dans toutes les langues, et donc aussi en français. Sur le site du GIEC, tout ça est disponible. Donc toutes les figures que je vous montre, vous pouvez les récupérer sur le site du GIEC. La dernière chose dont je voulais parler, peut-être que vous le savez déjà, il y a depuis peut-être 1 ou 2 ans maintenant, a été créé l'OCE, Office for Climate Education, dont le bureau est à Paris, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, sur le campus de Jussieu. Et donc c'est une institution avec une dizaine de personnes dont la mission est de fournir des documents, des ressources pédagogiques pour enseigner ou pour discuter du climat, du réchauffement climatique. Et ce qu'ils font en particulier, c'est qu'à chaque rapport du GIEC, ils ont fait le premier pour le rapport spécial qui est sorti sur l'océan, ils en font une traduction pédagogique avec des ressources pour les enseignants. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur leur site. C'est en fait, ça fait partie de la main à la pâte, ou ça a été dérivé de la main à la pâte. C'est Pierre Léna, un astrophysicien, qui s'est occupé de lancer cet Office for Climate Education. Et donc il y a des ressources dans plein de langues différentes. Et donc ça sera au cours des années qui viennent. Ils vont à chaque rapport du GIEC proposer des documents. Je crois que la semaine dernière est sorti un rapport sur l'océan avec plein de propositions d'ETP, de travaux pratiques que vous pouvez utiliser si vous voulez parler d'océan, par exemple, dans vos classes. Alors, ça, c'est le réchauffement à l'échelle globale. Alors, on a déjà vu cette carte-là, mais je vous montre les grandes conclusions du dernier rapport du GIEC. Ah oui, sur le GIEC, il y a beaucoup de rapports et on est un peu perdu. Le GIEC publie tous les 5, 6 ou 7 ans un rapport complet qui s'appelle le rapport d'évaluation. Le dernier date de 2013-2014. Le prochain, on l'attend pour 2021-2022. Mais entre ces rapports d'évaluation, qui sont des rapports complets, qui discutent de tous les aspects changement climatique, à la fois la physique, les impacts, les méthodes d'adaptation, les méthodes d'atténuation, l'économie liée au changement climatique, ça discute vraiment de tous les aspects. Entre ces rapports d'évaluation, le GIEC publie aussi des rapports spéciaux qui sont commandés par les gouvernements. Et donc il y a eu dans cette phase, entre les 2 rapports dont je parlais, il y a eu 3 rapports spéciaux, un rapport spécial sur l'océan, septembre 2019, un rapport spécial sur les surfaces continentales, août 2019, et un rapport spécial sur la limite à 1,5 degré, comment l'atteindre et quels sont les impacts, en octobre 2018. Donc il y a eu 3 rapports spéciaux. Et donc l'Office for Climate Education, l'OCE dont je parlais, ils ont fait un document sur le rapport spécial océanique de l'océan et la cryosphère. Alors, ce qu'on regarde ici, c'est un point intéressant. Je sais que dans les programmes, le mot océan est largement mentionné. Il faut parler de l'océan, c'est un acteur essentiel du système climatique. Pourquoi ? Parce qu'il absorbe du carbone, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi parce qu'il absorbe la grande majorité de la chaleur additionnelle dans le système climatique. C'est parce qu'il a une très forte inertie thermique. Et donc plus de 90% de l'énergie additionnelle dans le système, parce que les gaz à effet de serre augmentent, on la retrouve dans l'océan. L'atmosphère, en fait, elle se réchauffe, mais elle a une très faible capacité thermique, et donc c'est seulement 1% de cette énergie additionnelle qui réchauffe l'atmosphère. Le reste, c'est surtout dans l'océan qu'on le retrouve. Et donc là, je vous propose aussi une ressource qui me semble intéressante. Comment est-ce qu'on sait que l'océan se réchauffe ? C'est bien plus compliqué, parce qu'il faut mesurer la température en 3 dimensions dans l'ensemble de l'océan. Et donc, on a aujourd'hui un réseau de bouées autonomes. Donc, c'est des bouées qui sont poussées par les courants et qui sont capables d'aller à 2000 ou 3000 mètres de profondeur, de remonter en surface, donc mesurent la température sur la verticale. Ces bouées remontent en surface et délivrent leurs informations par satellite. Et donc, on peut suivre en direct la température de l'océan en 3 dimensions grâce à toutes ces bouées. Ça s'appelle le réseau Argo, qui est mis en place à peu près depuis 2005. Et vous avez ici la situation, donc là, il y a 1 ou 2 ans,
avec les différents pays qui contribuent au maintien de ce réseau de bouées. Pourquoi je parle de ce réseau de bouées ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de projets ou de programmes pédagogiques en lien avec ces bouées qui permettent à certaines classes d'adopter un flotteur. Ça s'appelle Adopt a Float. Et c'est en particulier piloté par un collègue qui travaille à Villefranche-sur-Mer, océanographe Hervé Claustre. Et donc si vous allez sur ce site Adopt a Float, les classes peuvent s'inscrire, adopter un flotteur. Alors sur les flotteurs, les nouveaux flotteurs, une fraction de cela mesure non seulement température, salinité, mais aussi l'oxygène, les nutriments, la chlorophylle. Et donc on peut discuter de beaucoup de caractéristiques de l'océan. Et donc vous adoptez un flotteur, vous récupérez les données pendant l'année, vous suivez la trajectoire du flotteur, vous pouvez discuter des courants océaniques, vous pouvez discuter de l'évolution de la température sur la verticale, de la chlorophylle, du plancton, etc. etc. C'est aussi une source pour faire travailler les élèves sur des vraies données scientifiques. C'est une ressource qui me semble aussi très intéressante. Voilà, j'ai parlé un peu de glace des mers ou de cryosphère. Ici, vous avez l'évolution de la surface de banquise en été, reconstruite depuis 1900. On a maintenant des données satellitaires, évidemment, mais ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. Ce qu'on peut dire, ou ce que disent des scientifiques, c'est qu'on a perdu quasiment la moitié de la surface de banquise en été. Donc on imagine bien qu'en Arctique, ce réchauffement qui, à l'échelle globale, est 1 degré, va avoir des impacts sur les écosystèmes, les populations locales, très importants. Donc si vous parlez d'impact du changement climatique, un projet, par exemple, sur l'océan Arctique serait intéressant. Et ça, c'est une image, vous voyez la surface en 2015, ici, septembre 2015, et puis la surface moyenne sur les 30 dernières années. L'augmentation du niveau des mers, toujours une figure du rapport du GIEC. Depuis 1900, on est capable de montrer que le niveau des mers s'est élevé d'un peu moins de 20 cm. Il y a de l'incertitude là-dessus, entre 15 et 20 cm à peu près. Le niveau des mers, il augmente parce que la glace continentale fond, donc apport d'eau douce, et aussi parce que l'eau se réchauffe. Et quand l'eau se réchauffe, à cause de la dilatation thermique, le niveau des mers monte également. Et donc on a à peu près 20 cm. Ce qui peut être intéressant, c'est de discuter les variations régionales de cette augmentation du niveau des mers. Là, vous avez une carte qui vous montre l'élévation du niveau des mers moyen par an sur les 10 dernières années à peu près, ou les 15 dernières années. Je n'ai pas précisé les années. Et on voit qu'il y a des endroits où le niveau des mers il baisse. On voit qu'il y a des endroits où le niveau des mers il augmente beaucoup plus qu'ailleurs. Ici en rouge jusqu'à 10 mm par an. C'est les endroits où en fait l'océan va stocker plus de chaleur. Et donc plus de dilatation thermique et le niveau des mers il augmente plus vite. Donc ça permet aussi de relier les courants, les endroits où l'océan stocke de la chaleur, un travail sur les bouées et puis le niveau des mers qui a des impacts ensuite sur les activités humaines en particulier. Un dernier point sur cette partie climat. J'ai parlé du CO2, de l'augmentation du CO2 et des gaz à effet de serre. Je vous montre maintenant, et puis j'ai parlé du changement climatique, et une des questions importantes, et vous aurez des discussions et des débats avec vos élèves là-dessus, c'est comment est-ce qu'on peut faire le lien entre l'augmentation des gaz à effet de serre et le changement climatique. Vous allez parler de l'effet de serre, évidemment. Mais est-ce qu'on est sûr que le changement climatique, c'est bien la réponse, le changement climatique qu'on observe et qu'on documente, c'est bien la réponse à l'augmentation des gaz à effet de serre et pas à des variations naturelles du climat, comme il y en a toujours eu et comme il y en aura toujours. Et donc je vous montre la conclusion du rapport du GIEC, c'est que l'influence humaine est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis le milieu du XXe siècle. Et ici, vous avez une figure qu'on trouve aussi dans le rapport du GIEC, qui vous montre sur les derniers 60 ans, là, le réchauffement observé, donc un peu moins d'1 degré, autour de 0,7, et le rôle des différents facteurs. Et donc là, vous avez le rôle des gaz à effet de serre en vert, qui est en fait bien supérieur au réchauffement observé. D'autres facteurs anthropiques, en particulier le fait qu'on émette des petites particules, ce qu'on appelle les aérosols dans l'atmosphère, ça refroidit le climat. Et donc la réponse, c'est une combinaison de ces différents facteurs anthropiques. Et puis ici, les facteurs naturels, qui sont liés aux éruptions volcaniques et au changement d'insolation solaire, qui, vous le voyez, même avec l'incertitude ici, ne peuvent expliquer le réchauffement observé. Donc ça, c'est des données. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite comment on construit ce graphique-là, mais c'est un des éléments importants pour attribuer le réchauffement climatique récent à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et sur l'effet de serre, j'en profite pour faire un tout petit aparté et parler un peu d'historique. Dans l'enseignement scientifique, j'ai assisté à une ou deux réunions avec des profs de SVT où ils avaient commencé à mettre en place des sessions avec les élèves où ils mélangent à la fois analyse de documents historiques sur un sujet scientifique, analyse de données scientifiques, pour que tous les élèves soient
en position de pouvoir travailler sur leur spécialité finalement. Et ensuite, ils discutent tous ensemble. Sur l'effet de serre, il y a plein de choses intéressantes à raconter sur l'histoire de cette science et la façon dont les scientifiques aujourd'hui sont capables de discuter de l'effet de serre. En fait, c'est Fourier, dans les années 1820, qui, le premier, suggère l'existence de l'effet de serre. Et donc, faire lire une partie de ces vieux documents à des élèves, c'est intéressant, parce qu'on parle de façon très différente d'aujourd'hui. Ils ne parlent pas d'effet de serre, mais ils discutent des principes qui fondent l'effet de serre. Et je termine sur ce rapide survol historique. C'est d'abord Tyndall, dans les années 60, qui identifie le premier, le CO2 et la vapeur d'eau comme gaz à effet de serre. Et puis il y a les travaux d'Arrhenius, qui sont importants, qui, finalement, le premier construit un modèle du système climatique et il calcule le réchauffement de la planète ou le refroidissement de la planète pour des quantités de CO2 variables dans l'atmosphère. Et les données qu'il obtient à l'époque, donc pour un doublement autour de 5 degrés de réchauffement, sont très similaires à celles qu'on a aujourd'hui avec des modèles beaucoup, beaucoup plus compliqués. Et donc finalement, la physique de base de l'effet de serre, elle est comprise depuis le 19e siècle. Alors ce qu'on peut noter quand même, c'est que, d'un point de vue historique, c'est intéressant, il a les bons ordres de grandeur, Arrhenius, à la fin du 19e, parce qu'il se trompe 2 fois. Il se trompe sur la sensibilité du climat au CO2, parce que certaines des raies d'absorption du CO2 étaient à l'époque des raies d'absorption. Enfin, c'était compliqué de mesurer les raies d'absorption de ces différents gaz à effet de serre. Donc il y a des raies d'absorption de la vapeur d'eau qui avaient été prises comme raies d'absorption du CO2. Donc on surestimait l'effet du CO2. Et il sous-estimait les rétroactions climatiques dans le système, en lien avec l'albédo par exemple, ou d'autres rétroactions climatiques. Et donc 2 erreurs qui se compensent et il obtient les bons ordres de grandeur. Donc pour raconter la science, c'est intéressant également de discuter de ça. Ah oui, et le dernier point sur Arrhenius. En fait, Arrhenius, il ne s'intéressait pas du tout au changement climatique anthropique. Donc même si, avec son modèle, on est capable de recalculer ces variations de température, ce n'est pas de ça dont il discute. À l'époque, la grande bataille scientifique, c'est comment est-ce qu'on explique les grandes glaciations. Agassiz et d'autres ont découvert ces traces de glaciation. On sait qu'il y a eu des grandes glaciations, plusieurs, et on se dispute entre ceux qui disent que c'est le CO2, comme Arrhenius, et puis ceux qui disent que c'est, en gros, l'hypothèse Milankovitch, et donc les variations liées à l'insolation solaire. Donc c'est du pré-Milankovitch, tout ça, mais est-ce que c'est la quantité d'irradiance solaire qui a varié, ou est-ce que c'est la quantité de CO2 ? Évidemment, on sait aujourd'hui que c'est les deux, qu'il y a besoin des 2 éléments pour expliquer les glaciations. Voilà, 3e point, je parle de projection climatique. Et donc là aussi, je pense qu'il y a quelque chose de, à mon avis, très important à faire comprendre aux élèves. Ils auront discuté de la physique avec leur prof de physique, ils auront discuté de SVT avec vous-même largement, ils auront compris ce que c'est que la démarche scientifique et ce que l'expérimentation permet d'obtenir quand on a posé une hypothèse. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le thème du climat, c'est une discipline de la physique ou des SVT ou des deux à la fois, compliqué parce qu'on n'est pas capable d'expérimenter comme on le fait dans beaucoup d'autres domaines. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule expérience, et donc on n'a pas de témoins, on n'a pas de contrôle, et donc on n'est pas capable de comparer la température, l'augmentation de température aujourd'hui, avec une expérience témoin où les gaz à effet de serre n'augmenteraient pas. Et donc finalement, le fait qu'on utilise le numérique, donc la modélisation numérique, pour fabriquer un modèle réduit du système climatique, c'est pour pallier à ce problème fondamental de l'étude du climat. Et donc on peut faire le lien entre l'utilisation de la modélisation numérique et la mise en place d'une expérience pour discuter de beaucoup d'autres thématiques en SVT. Donc c'est ce que font les scientifiques. Ils fabriquent une terre réduite ou un système climatique réduit en incorporant dans leur modèle numérique toutes les connaissances de la physique nécessaires pour représenter ce système-là. Donc les modèles climatiques ne sont pas des modèles statistiques où on extrapole les observations passées. Les modèles climatiques sont des modèles mécanistes dans lesquels on introduit la physique connue, dont j'ai parlé, l'effet de serre, le transfert radiatif, la circulation atmosphérique et océanique, les échanges de chaleur, le cycle du carbone s'il faut, et donc on représente numériquement le fonctionnement du système. Et ensuite, ce modèle numérique, on peut l'utiliser pour reproduire les évolutions passées, et donc là on peut jouer et faire des expériences. J'enlève l'augmentation des gaz à effet de serre, qu'est-ce que j'obtiens comme évolution de température ? On peut utiliser ces modèles pour faire des projections. Je suppose que les émissions de CO2 augmentent jusqu'à 25 milliards de tonnes de carbone à la fin du XXIe siècle, dans le cas rouge ici. Ou je suppose qu'on est capable de répondre aux objectifs de l'accord de Paris avec un pic des émissions en 2020 et puis une baisse des émissions jusqu'à 0 d'ici la fin du XXIe siècle ou avant la fin du XXIe siècle.
et on peut regarder l'évolution du climat dans ces différents scénarios. Donc c'est ça qu'on fait, hein, nous, climatologues. On part de scénarios qui sont mis en place par les économistes, et puis ensuite on utilise ces scénarios comme un forçage pour construire des évolutions potentielles du climat. Et donc l'idée, c'est de couvrir tous les possibles. C'est pour ça qu'on va prendre un scénario extrême vers le haut, et puis un scénario qui est peut-être un scénario trop optimiste, mais qui va nous permettre, vous le verrez, de rester en dessous des 1,5 ou 2 degrés de réchauffement global. Voilà, et donc ça, c'est le type de courbe qu'on obtient, et que vous trouverez dans les rapports du GIEC, et qu'on trouve aussi dans un grand nombre de livres. C'est l'augmentation de température pour les deux scénarios extrêmes dont j'ai montré les émissions. Le scénario rouge, la température par rapport à aujourd'hui augmente de quasiment 5 degrés, puis le scénario 4 à 5 degrés, et le scénario bleu, on arrive à stabiliser l'augmentation de température. Et l'incertitude autour de ces courbes ici, ça vient du fait que dans la communauté, on utilise une quarantaine de modèles climatiques, et on fait les choses de façon un peu différente. Même si la physique de base est la même, il y a une partie des phénomènes qu'on n'est pas capable de représenter de façon explicite. Les nuages, par exemple. On a besoin de paramétrisation, et donc les groupes font ça de façon un peu différente, ils obtiennent des résultats différents, et on utilise cette diversité de résultats pour construire une incertitude. Donc si vous discutez de l'incertitude ou de la prise de décision sous incertitude, c'est intéressant d'utiliser l'exemple du changement climatique pour ça. Si vous parlez de plan d'adaptation, par exemple, bah oui, il faut faire un plan d'adaptation en tenant compte de la valeur la plus élevée, même si elle est très peu probable. Donc c'est intéressant de discuter de probabilité, d'incertitude et de mise en place de plans d'atténuation ou de plans d'adaptation, par exemple. Voilà, un point sur les modèles. Donc je vous ai déjà expliqué la philosophie. Voilà tout ce qu'on veut représenter. Donc c'est beaucoup de choses à la fois, hein, ce qui se passe dans l'atmosphère, les transferts radiatifs, les échanges avec l'océan, les interactions avec la cryosphère, avec la surface continentale, les variations d'albédo. Donc ça, c'est tous les éléments physiques, biologiques, chimiques qu'on veut mettre dans un modèle climatique. La façon dont on travaille, c'est comme en météorologie, hein. On découpe l'atmosphère et on découpe l'océan en plein de petites boîtes, qu'on appelle les mailles du climat, les mailles du modèle, pardon. Et dans chacune de ces boîtes, on va calculer, avec les équations de la physique, l'évolution de la température, de l'humidité, dans l'océan, de la température, de la salinité, en réponse au vent dans l'atmosphère et au courant dans l'océan. Donc tout est calculé de façon interactive. Les seuls forçages externes qu'on donne au modèle, c'est quelles sont les émissions de CO2, ou à quel moment dans le passé il y a eu des éruptions volcaniques, ou comment est-ce que l'irradiance solaire a varié au cours des dernières décennies. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour forcer le modèle, et ensuite il calcule lui-même l'évolution du système climatique. Donc on démarre typiquement au pré-industriel, on calcule toute la période historique, et puis ensuite on fait les simulations futures en branchant différents types de scénarios. C'est comme ça que fonctionnent les modèles climatiques. Et donc évidemment, on a besoin de très gros calculateurs, ça demande des ressources informatiques très importantes. Ça, c'est les deux calculateurs qu'on utilise en France. L'un qui est... ça, c'est un centre CNRS, ça, c'est un centre du CEA. Et ces simulations climatiques, typiquement, elles vont durer plusieurs mois. Parce qu'en fait, on calcule la météo. En moyenne après, mais on calcule la météo chaque jour, comme un modèle météorologique. Donc le calcul, il est fait dans chacune des mailles du modèle toutes les demi-heures. Et on démarre en 1850 et on va jusqu'en 2100. Donc il y a des millions de mailles, avec des millions de pas de temps, donc ça fait des milliards de calculs, voire plus que ça, et donc on a besoin de ces gros calculateurs. Voilà, vous trouverez, si vous voulez parler de modèle climatique, un petit film. Si vous tapez Institut Pierre-Simon Laplace, vidéo, modèle climatique, c'est une vision très schématique et peut-être un peu idéalisée, parce que dans le détail, c'est des lignes de code, c'est moins marrant, mais ça, c'est une vision un peu idéalisée. Vous avez la Terre, vous allez voir le découpage en mailles, ici, de l'atmosphère, d'abord, et puis sur la verticale, sur l'horizontale, dans l'océan, et vous aurez une représentation schématique des différents processus qui sont représentés par ces modèles climatiques, depuis les échanges avec les surfaces continentales, on va voir ça, les vents, les nuages, etc. etc. Donc ça vous montre une représentation très schématique des ingrédients d'un modèle climatique. Voilà, et puis à la fin, ça c'est le type de graphique qu'on obtient en sortie de modèle. Voilà, donc ça dure quelques minutes et ça vous montre... Pour mettre quelque chose derrière juste les termes de modèle climatique, souvent ça fait un peu peur. Alors je termine sur les projections. D'abord, ça c'est pour vous montrer l'utilisation de modèles pour l'attribution. J'ai parlé de l'attribution tout à l'heure. Ici, on rejoue le passé entre 1900 et 2100.
En noir, c'est les observations d'augmentation de température en surface. Et puis en rose, ici, là, c'est les modèles où on utilise comme forçage l'augmentation des gaz à effet de serre, mais aussi les volcans, le soleil, etc. Et donc on reproduit l'augmentation de température. Et en bleu, c'est les mêmes modèles. Une autre expérience, cette fois-ci, on utilise les volcans, les variations de l'irradiance solaire, mais on fixe les concentrations de gaz à effet de serre et les autres effets anthropiques à leur valeur pré-industrielle. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'avec la physique qu'on connaît du système, on n'est pas capable de reproduire le réchauffement des 50 dernières années. Donc ça, c'est un des éléments importants, il y en a d'autres. Mais c'est un des éléments importants. Alors on peut discuter ce que c'est une preuve, sans doute pas une preuve, mais c'est un élément important, un faisceau d'éléments qui nous permettent d'attribuer le réchauffement récent à l'augmentation des gaz à effet de serre. Voilà, et donc on retrouve l'augmentation de température dont j'ai discuté tout à l'heure pour deux des scénarios extrêmes. Ces modèles, ils sont régionalisés, donc on peut regarder des évolutions de température en fin de siècle pour les deux scénarios, donc le scénario rouge, le scénario bleu. C'est la différence entre les 20 dernières années du siècle moins 1986-2005. Et vous voyez les réchauffements qui sont évidemment très différents. Et on retrouve ce que je vous avais montré pour les 50 dernières années. Les continents se réchauffent beaucoup plus. Et l'océan Arctique, ou la zone arctique, se réchauffe aussi de façon très importante. Quand on dit, ici c'est plus 5 degrés à l'échelle globale, ça peut être plus 10 degrés en Arctique. Et donc là, c'est des changements évidemment sans précédent pour les sociétés humaines, en tout cas qui vivent dans ces régions-là. Et les changements de précipitation, ce qu'on peut retenir, c'est toujours plus compliqué. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'avec le changement climatique, on s'attend à un cycle hydrologique amplifié. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère peut contenir plus d'eau, vapeur, parce qu'à cause de Clausius-Clapeyron, c'est plus chaud, la pression de vapeur saturante augmente. Et donc on s'attend à plus de pluie dans les zones où il pleut déjà, dans la bande équatoriale, et puis aux moyennes et hautes latitudes, et moins de pluie ici en jaune, dans les zones qui sont déjà sèches. Et donc potentiellement, en particulier autour du bassin méditerranéen, des endroits où il va faire plus sec en moyenne globale, ce qui ne veut pas dire que quand il va pleuvoir plus fort, ponctuellement et à la fois dans le temps. Donc ce n'est pas contradictoire d'avoir des événements précipitants plus intenses, mais un climat plus sec. Ça, c'est l'évolution de la banquise en Arctique. Dans le scénario rouge, vous voyez que la banquise d'été, elle disparaît en 2050-2070, alors que dans le scénario bleu, la banquise se maintient. Et ça, c'est l'augmentation du niveau des mers. Dans le scénario rouge, donc c'est intéressant aussi pour discuter des échelles de temps, même si on stabilise la température dans le scénario bleu, le niveau des mers continue à augmenter. En particulier parce que l'océan a cette très longue inertie thermique, les calottes polaires aussi continuent à fondre même si on stabilise la température, parce qu'il y a une dynamique un peu compliquée des calottes polaires. Donc jusqu'à plus d'1 mètre, ou jusqu'à... En fait, ça a même été revu à la hausse dans le dernier rapport du GIEC, jusqu'à plus d'1 mètre dans le cas du scénario haut. Pour conclure sur les différentes trajectoires d'émissions futures, et c'est quelque chose qui me semble fondamental pour bien comprendre le lien entre émissions de carbone, CO2 dans l'atmosphère et changement climatique, et puis les impacts du changement climatique. Et souvent, ça peut être un peu confus. Pour stabiliser le climat, à moins de 2 degrés par exemple, il faut stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre. Mais pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, il faut que les émissions baissent jusqu'à 0, voire même en dessous de 0 si on s'y prend trop tard, ce qui est le cas. Pourquoi est-ce qu'il faut que les émissions aillent en dessous de 0 ? Vous pouvez vous poser la question vous aussi, les élèves se la poseront. Vous nous avez expliqué que les puits absorbent la moitié de nos émissions. Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de diviser les émissions par 2 ? Comme ça, on aurait des émissions équivalentes aux puits et puis le CO2 ne s'accumulerait pas. Non, parce que l'existence des puits dépend du fait que le CO2 augmente. C'est parce que vous avez de la fertilisation, donc la photosynthèse qui augmente plus vite que la respiration qui a un puits, et c'est parce que la pression partielle de CO2 à l'interface air-mer est en déséquilibre, et ça c'est parce que le CO2 augmente dans l'atmosphère, plus vite que dans l'océan de surface, que vous avez un flux net. Si le CO2 se stabilise, les puits disparaissent. Et si les puits disparaissent, il faut ramener les émissions à 0 pour stabiliser le CO2. Voilà, et donc intéressant de discuter la trajectoire bleue ou violette, c'est celle qui permet à 66% au moins de rester en dessous de 2 degrés, et vous voyez qu'il faut des émissions nulles autour de 2050 et même des émissions négatives après. Et donc dans le programme aussi, il y a des discussions sur les méthodes d'atténuation du changement climatique en lien avec alors ce qu'on appelle de façon générale émissions négatives ou méthodes pour capter du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. C'est ça. Les émissions négatives, c'est des méthodes qui nous permettraient de capter du CO2. Donc vous pensez reforestation, mais il y a d'autres méthodes sur la table
La reforestation toute seule, ça ne nous permet pas d'avoir plusieurs milliards de tonnes de CO2 par an qui sont absorbées. Voilà, et je termine en revenant sur la France. Les transparents ici sont tous issus, ou les figures sont toutes issues du récent rapport du Haut Conseil pour le climat. Donc on peut trouver des choses sur le site de l'ADEME. Le Haut Conseil pour le climat, ils ont fait un document qui est très court, très synthétique, un document qu'on peut donner comme ça aux élèves, à mon avis. Les derniers chiffres, une comparaison entre la France et les autres pays, la mise en relation avec l'objectif de neutralité carbone de la France en 2050. Donc vous trouverez à la fois voilà, les objectifs de l'UE. Donc l'Union européenne discute aussi de la neutralité carbone en 2050 maintenant dans le nouveau Green Deal. Et donc vous retrouverez ici les chiffres pour la France. Ça c'est la réduction des émissions depuis 1990. Donc à mon avis aussi, on est enseignant, on doit s'appuyer sur les données scientifiques, donc il faut absolument ne pas noircir le tableau et pas tomber dans un catastrophisme exagéré. Regardez, il y a un certain nombre de pays où les émissions ont fortement réduit au cours des dernières décennies. Au Royaume-Uni, moins 40% depuis 1990. En Suède, moins 75%. Alors, c'est des pays où il y avait beaucoup de centrales à charbon, ils ont fermé les centrales à charbon, et donc ils ont fait le plus facile, sûrement. Mais en France aussi, les émissions ont baissé de 20%, donc quasiment 20%. Ça, c'est les émissions par habitant, cette fois-ci en tonnes de CO2 et pas en tonnes de carbone. Vous voyez la France par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Et ça, c'est sans compter la consommation. On passerait de 6 ou 7 en France à 11 en tenant compte de la consommation. Et puis là, vous avez les différents secteurs qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre en France, le transport, les bâtiments, l'agriculture, l'industrie, puis il y en a d'autres. Et ce que n'a pas encore fait le Haut Conseil pour le climat, c'est de discuter de ces émissions importées. Voilà, et je termine ici avec... Il est intéressant ce rapport parce qu'il est relativement critique de la politique gouvernementale sur certains secteurs, et en particulier, le rapport mentionne que pour le transport et pour le bâtiment, on est assez loin des objectifs qui avaient été fixés, et donc il y a des efforts importants à faire au cours des prochaines années. Donc ça permet de revenir vraiment à des choses qui concernent tous les élèves que vous aurez en enseignement scientifique. Voilà, je vais m'arrêter ici.